La procrastination. Quand on entend ce mot, on pense tout de suite aux étudiants, peut-être à des projets personnels qu'on repousse. Mais au sommet d'une entreprise, chez les leaders, pas vraiment. Et pourtant, elle est là, juste plus discrète, plus habile. Alors aujourd'hui, on plonge dans le concept de la procrastination organisée. Alors, la grande question, est-ce que ça existe vraiment, la procrastination au niveau de la direction? La réponse, c'est un gros oui, sans hésitation. Sauf que, comme nos sources le disent si bien, à ce niveau-là, la procrastination, elle change de costume. Elle se fait passer pour du travail, de l'hyperactivité, même de la planification stratégique. OK, pour bien comprendre tout ça, voici le plan de match. On va commencer par regarder le dilemme du leader, puis on va parler de cette fameuse procrastination en complet veston. Ensuite, le cœur du sujet, une méthode super concrète en 4 étapes. On verra comment ça marche avec une étude de cas, celle d'Aïcha, et on finira avec un plan d'action pour commencer dès maintenant. Bon, on commence avec la première partie, le dilemme du leader. C'est un défi qui est, on va le voir, pas mal plus commun qu'on pourrait le croire. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Oubliez l'image de quelqu'un qui regarde le plafond. Non, non. C'est plutôt un agenda rempli à craquer de réunions de suivi, c'est demander une 12e version d'un dossier stratégique, bref, c'est être incroyablement occupé, à éviter de prendre la décision qui, elle, est vraiment importante. Alors, parlons-en de cette procrastination en complet veston. D'où ça vient, au juste? Et surtout, ça coûte quoi à l'entreprise? Parce que oui, il y a un coût et il est bien réel. En fait, il y a plusieurs raisons, et c'est souvent le système qui est en cause. D'abord, il y a le piège de la décision parfaite. On veut toutes les données avant de bouger, mais ça, c'est un mythe qui finit par paralyser. Ensuite, il y a la culture des réunions en n'en plus finir, qui carrément gruge tout le temps disponible pour réfléchir. Et finalement, il y a un aspect purement humain. La science le dit, la procrastination, c'est une défaillance de notre capacité à nous auto-réguler. Donc, le but, ce n'est pas de se sentir coupable, mais bien de mettre en place un système pour contrer ça. Et regardez ce chiffre, c'est assez parlant. D'après la Harvard Business Review, 71 des gestionnaires trouvent que leurs réunions sont soit improductives, soit inefficaces. 71 C'est juste énorme, et c'est un des symptômes les plus clairs de cette procrastination déguisée en travail. Pour que ça soit encore plus clair, jetons un œil à ces tableaux. Une simple réunion d'1 heure avec 10 personnes, ça peut coûter 1 000 $ à la compagnie. Facilement. Maintenant, si on multiplie ça par toutes les réunions qui ne servent pas à grand-chose, on comprend vite que l'inaction, eh bien, ça coûte cher, très cher. Et j'aime beaucoup cette citation de Pascal Dubois, qui est coach exécutif. L'obsession n'est pas d'être occupé, c'est d'être utile. Ça résume tout. Ça nous amène directement vers la solution. Le but, c'est pas d'avoir un agenda plein, c'est de créer de la valeur. C'est exactement ça l'idée derrière la procrastination organisée. OK, mais comment on fait concrètement pour passer de occupé à utile? On arrive maintenant au cœur du sujet, une méthode pratique en 4 étapes pour transformer cette tendance à tout remettre à plus tard en quelque chose de productif. Voici donc le fameux cadre. C'est simple, c'est logique. 1. On nomme les choses. 2. On se crée des options. 3. On s'engage à passer à l'action. Et 4. On mesure. Allons-y, on décortique chaque étape. Première étape, nommer les repoussoirs stratégiques. C'est un peu un acte de courage ici. On arrête de faire semblant que ces dossiers qu'on évite n'existent pas. Non, on les écrit noir sur blanc. Et à côté de chaque projet, on met un critère d'impact. Combien ça coûte de ne pas décider? Quels revenus sont sur la table? Juste faire ça, ça change complètement la donne. C'est ici, à l'étape 2, que ça devient vraiment intéressant. On crée des tâches parachutes. Pour chaque gros projet qu'on retarde, on définit 1, 2 ou 3 actions alternatives qui ont une forte valeur et qui font avancer les choses pendant que la grosse décision, elle, continue de mûrir. Le temps d'attente se transforme en temps d'action. On n'est plus en mode passif, on est proactif. Maintenant, l'étape 3, c'est un outil psychologique super puissant, les intentions d'implémentation. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un petit contrat qu'on passe avec soi-même. Ça utilise une formule toute simple. Si telle chose arrive, alors je fais telle chose. C'est simple, mais les recherches montrent que ça augmente de façon spectaculaire les chances de vraiment faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Et voici des exemples très concrets. Au lieu de dire « je vais gérer mes courriels », on dit « si j'ouvre ma boîte de réception à 9 heures, alors je traite en premier les 3 courriels de la trésorerie ». C'est ultra précis. Ça enlève la décision du moment et ça rend l'action presque automatique. C'est comme créer un réflexe. Et on termine avec l'étape 4, boucler la boucle. C'est crucial. Sans mesure, on peut facilement confondre être occupé et faire du progrès. Donc l'idée, c'est d'avoir un tableau de bord super simple.
3 à 5 indicateurs clés, pas plus, qui bougent chaque semaine. Ça nous permet de voir si nos tâches parachutes donnent vraiment des résultats. Ça garde le focus sur ce qui compte vraiment. Bon, assez de théorie, on va voir comment tout ça fonctionne dans la vraie vie. Prenons le cas d'Aïcha. Elle dirige une PME et elle était, disons, un peu coincée dans une spirale d'inaction. Le gros dossier qu'Aïcha repoussait, c'était le choix d'un nouveau système CRM, un projet énorme. Alors, au lieu de rester bloquée là-dessus, elle a défini 3 tâches parachutes hebdomadaires. Faire 8 suivis de clients importants, revoir les prix et les marges une fois par semaine et donner 2 rétroactions positives ciblées à son équipe. Simple, concret et axé sur la valeur. Et les résultats en seulement 9 semaines. Une augmentation de 14 % des opportunités commerciales qui passent à l'étape de la proposition. C'est l'effet direct des suivis clients. C'est du concret. Deuxième résultat, et pas le moindre, 32 % de temps en moins passé en réunion chaque semaine. C'est fou. En se concentrant sur les actions qui comptent, le superflu a juste commencé à s'éliminer de lui-même. Et finalement, qu'est-ce qu'il arrivait à la grosse décision sur le CRM? Eh bien, elle a été prise. Mais elle a été prise beaucoup plus calmement, avec un plan réaliste, parce que l'entreprise avait retrouvé son élan. La pression était tombée. OK, tout ça c'est bien beau, mais comment on commence? Comment peut-on appliquer ces idées dès demain? Voici un plan d'action, une feuille de route sur 15 jours pour se lancer. Le plan est vraiment conçu pour être simple et progressif. Jour 1 et 2, on fait la liste des dossiers qu'on repousse. Jour 3 à 5, on définit nos tâches parachutes. Ensuite, on fait un peu de ménage dans les réunions pour se libérer du temps et on finit par mettre en place les quelques indicateurs pour mesurer tout ça. Le but, c'est vraiment de créer un momentum positif et vite. Et pour conclure, cette citation de Donald Fleming qui résume parfaitement l'esprit de la chose. Le rôle d'un leader n'est pas d'ajouter des tâches, mais de créer un contexte où les bonnes tâches s'imposent. En fin de compte, la procrastination organisée, ce n'est pas juste une autre technique de gestion du temps. C'est une philosophie de leadership. C'est créer un environnement où la création de valeur devienne naturelle, presque inévitable. La vraie question, ce n'est donc pas comment arrêter de procrastiner, mais bien comment procrastiner de façon utile.